Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Green Bonds, ces obligations vertes qui ont vocation à financer des projets verts ou durables. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Bras. Bonjour Julien Bras. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes gérant Green Bonds chez Alliance Global Investor. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous expliquer ce que c'est que ces produits financiers. Donc Green Bonds, dans Green Bonds, il y a Bonds. Donc on comprend que c'est des produits obligataires. Est-ce que vous pouvez nous redonner une définition un petit peu de ce que c'est que ce que ces produits ? Alors effectivement, un Green Bond, c'est donc effectivement un produit obligataire, donc une émission obligataire qui est hormis les aspects verts, complètement standard par rapport à une émission obligataire normale. Donc c'est une obligation classique, mais avec un objectif qui lui va différer des obligations classiques justement. C'est ça. En réalité, la vraie différence entre une obligation verte et une obligation standard, c'est le fait qu'au moment de l'émission, l'émetteur va s'engager à allouer les fonds levés sur les marchés via cet emprunt obligataire à des projets verts. Donc des projets en lien avec la transition écologique. D'accord. Et tout au long de la vie de l'obligation, l'émetteur va aussi s'engager à reporter un certain nombre d'informations, d'indicateurs aux investisseurs sur les types de projets qui ont été financés, les caractéristiques de ces projets, quels montants ont été effectivement alloués, quels montants restent à allouer, si toutefout tout n'est pas alloué au moment de l'émission. Et c'est vraiment cet aspect de transparence qui différencie ce produit d'investissement par rapport à une autre obligation normale. Donc en fait, quand on émet ces obligations vertes, il y a d'abord un engagement de n'aller financer qu'un certain type de projets qui sont en lien avec la transition écologique, et ensuite il y a un engagement de donner la possibilité de vérifier tout au long de la vie de l'obligation, tout au long du financement, qu'on finance bien ce pour quoi on s'était engagé au départ, et donc que des projets verts ou durables. Exactement. Il y a un engagement de reporter au moins une fois par an sur les fonds qui ont été vraiment alloués, quels fonds ont été alloués à quel projet, et quelles sont donc les caractéristiques de ces projets, avec l'idée, in fine, d'avoir la possibilité aussi de mesurer l'impact d'un investissement donné. D'accord. C'est vraiment le point clé et la différence majeure de ce type d'investissement, c'est qu'on est capable de savoir non seulement à quoi les fonds ont été alloués, mais aussi quelle est la réelle contribution de ces investissements à la transition vers une économie alignée avec. D'accord, donc en fait, on ne va pas simplement vérifier si on finance, je ne sais pas moi, par exemple, des énergies renouvelables, mais on va aussi regarder dans les activités de ce qu'on a financé, quel est l'impact de ces activités sur la société ou sur l'environnement. On ne va pas s'arrêter juste à ce qu'on finance, on va s'intéresser finalement à l'impact de ce qu'on a financé. C'est ça. Alors, c'est pas aujourd'hui, on n'a pas une visibilité très détaillée sur l'ensemble du marché. Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ce reporting ou ces données, il faut après les comprendre, les analyser, les digérer pour le coup. C'est ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore de standardisation sur la mesure de ces impacts, sur la manière de reporter ces impacts-là, quels indicateurs utiliser. Il y a encore beaucoup de différences selon les émetteurs. Certains émetteurs qui ne reportent pas aussi ces éléments et ces indicateurs d'impact. Donc c'est encore l'aspect sur lequel beaucoup de progrès peuvent être faits et vont être faits certainement. Mais c'est, du moins pour nous, investisseurs, vraiment l'enjeu majeur. Et alors, comment on fait quand on est investisseur et qu'on propose du coup ces green bonds, puisque du coup on les offre, c'est pas vous qui les créez, ou en tout cas parce que c'est pas vous qui les émettez, mais en tout cas vous les proposez, donc ça veut dire qu'il y a un engagement de vérification aussi. Comment est-ce qu'on fait pour justement vérifier que ce sont bien des green bonds, alors là même que le côté reporting est pas encore uniformisé sur les données qu'il faut récupérer pour comprendre si c'est des green bonds ou non? Alors nous on a défini en tant qu'investisseur, nos critères de sélection. C'est-à-dire qu'à la fois sur deux aspects essentiellement. D'une part, l'aspect, on va dire, quelle est la structure de l'obligation et quels sont justement les engagements pris par l'émetteur. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a bien un engagement de reporting ? D'accord. Est-ce que cet engagement est tenu au fur et à mesure de la vie de l'obligation sur le marché secondaire? Parce que le risque, ça pourrait être qu'on prenne un engagement au départ et que finalement on avait financé autre chose, c'est ça? C'est d'où le côté reporting? C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors ça s'est vu très 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 rarement. D'accord. Les engagements qui sont pris sont généralement très bien tenus par les émetteurs. D'accord. Aussi parce qu'il y a un aspect de réputation qui est très important. D'accord, bien sûr. Oui, puis c'est public, j'imagine, du coup. Oui, donc bien sûr. Oui, donc on sait effectivement,
Donc très vite, on peut se retrouver avec un sujet de réputation qui peut venir parce qu'en fait, on avait pris un engagement et finalement, on a financé totalement autre chose. Donc ça arrive assez peu. Mais c'est un risque dont il faut savoir se prémunir. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu d'être capable de suivre la vie de l'obligation et de suivre le fait que l'émetteur respecte et tienne ses engagements ou non. D'accord. Et le deuxième aspect auquel on va s'intéresser aussi, c'est plus sur la partie projet au sens propre, où là on a défini la liste d'activités qu'on souhaite pouvoir financer via des investissements dans ces types d'obligations. Donc en fait, il y a un côté un peu exclusion de ce qu'on ne veut absolument pas financer et il y a un côté un peu sélection de ce qu'on veut financer en priorité et on va se concentrer sur ces obligations vertes-là. C'est ça, en sachant que tous les aspects réglementaires qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui couvrent également ces deux aspects, donc comment est-ce que les obligations sont structurées et quels sont les engagements pris. Et on le voit notamment au niveau européen au travers du standard Green Bond qui est en train d'être mis en place. D'accord. Et également l'aspect projet et activité, avec cette volonté de définir au niveau européen via la taxonomie ce qui est une activité verte, ce qui ne l'est pas. Donc la taxonomie a un impact direct aussi également sur l'émission de Green Bond pour le coup, la taxonomie européenne. Oui, puisqu'en fait le standard Green Bond fait explicitement référence à la taxonomie qui est encore en développement. Et donc il y a un impact direct sur ce marché-là. Alors, en matière de Green Bond, il y a deux sujets d'actualité. Il y en a un qui est plutôt une bonne nouvelle, l'autre qui est plutôt une critique un petit peu des Green Bonds. On va commencer par la bonne nouvelle. C'est l'Union européenne qui ambitionne de devenir la première entité émettrice de Green Bonds dans le monde. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il y a quand même une émission assez conséquente en fin d'année dernière, en lien justement avec le plan de relance européen. Comment est-ce que vous regardez ça d'un œil d'investisseur spécialisé sur ce sujet ? Alors nous, on le voit forcément d'un très bon œil, parce que chaque nouveau participant vient apporter du volume au marché, d'une part, et puis plus de diversification. C'est un gros marché d'ailleurs aujourd'hui, les Green Bonds ? Alors c'est un marché qui a dépassé les 1500 milliards de dollars équivalents au niveau global. D'accord. Et c'est une croissance qui est assez importante, puisqu'on part d'un marché qui n'existait pas en 2007, qui a été très confidentiel pendant quelques années, qui a réellement commencé à se développer en 2014-2015, et qui ensuite s'est vraiment développé de manière quasiment exponentielle avec un volume d'émissions supérieur à 400 milliards l'année dernière. D'accord, donc en 2021 pour le coup. Oui. Et donc là, 1500 milliards au global, et on s'attend à combien pour 2022 ? Vous savez, non, c'est un peu tôt pour le dire, on est en janvier ou on a déjà des estimations ? C'est encore un peu tôt, il y a des estimations qui ont été faites, par plusieurs participants sur le marché. On est sur des estimations qui vont entre 600 milliards et 800 milliards, toujours en équivalent de dollars. On verra ce que sera in fine. Et effectivement, dans ce marché-là, l'Union européenne veut une place de premier choix. C'est ça. Et l'aura très certainement, puisque effectivement dans le cadre du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, il a été mentionné très clairement que environ un tiers de ces financements iront à des investissements climatiques, bien sûr, investissements verts, et que tout ou partie de ces investissements seront financés via des émissions de Green Bond au niveau européen. D'accord. Donc c'est une nouveauté déjà d'avoir cette dette au niveau européen. Et c'est vrai qu'avoir 7 acteurs présents sur le marché, c'est vraiment... oui, puis avec d'un côté le côté réglementaire au niveau européen et de l'autre l'engagement de se financer avec ce type de produit. En revanche, il y a les Green Bonds, comme un certain nombre d'ailleurs de produits ISR n'échappent pas aux critiques, et on a pu lire des articles récemment, d'ailleurs on en a parlé dans cette émission, de certains investisseurs qui s'inquiétaient de voir qu'on pouvait émettre des Green Bonds et financer des activités qui, dans leur perception, n'étaient pas du tout des activités vertes. Je pense notamment au financement d'un aéroport à Hong Kong, c'est le plus récent qui a été mis en lumière par Reclaim Finance, mais ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Là, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit il y a un problème dans le fonctionnement du produit, ou c'est finalement un manque de pédagogie sur ce qu'on peut faire et ne pas faire avec un Green Bond ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a déjà, d'une part, le fait que aujourd'hui, on est face à un marché qui est en train de on va dire, finaliser, de se structurer. Bien sûr, et donc qui n'est pas réglementé. C'est-à-dire que, vous nous l'avez dit, il n'y a pas d'uniformisation dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur les Green Bonds. Ouais. Chacun fait un peu comme il l'entend ou comme il le voit. Le label ISR, par exemple, on ne peut pas labelliser des Green Bonds avec le label ISR, ou on peut ? Alors, on pourrait, mais ça nécessite... ISR et Green Bond, c'est pas forcément des approches qui sont la même chose. D'accord. Elles peuvent être distinctes, ça peut être des approches qui sont complémentaires. On peut avoir un fonds Green Bond qui est labellisé ISR.
On peut avoir un fonds Green Bond qui est labellisé Greenfin, qui est le label français directement lié, exactement, et qui est directement lié aux investissements climat. Mais c'est vrai qu'on a un marché qui est réglementé de manière locale dans certains pays. Il est réglementé en Chine, par exemple, depuis 2015. D'accord. Qui va être réglementé bientôt aussi au niveau européen, qui l'est dans d'autres régions. Mais il n'y a pas un seul standard global. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, des émetteurs peuvent considérer dans ce marché, où ce sont finalement eux, toujours aujourd'hui, qui labellisent leurs fonds comme étant, leurs obligations comme étant des obligations vertes. D'accord. On peut avoir un émetteur qui considère que un investissement comme un financement d'aéroport ou d'extension d'aéroport est éligible dans la mesure où les caractéristiques en termes d'efficacité énergétique, par exemple, des bâtiments qui sont construits, sont alignés avec les meilleurs standards. C'est quelque chose qui doit, du moins c'est ce qu'on pense, être analysé de manière assez précise, parce que on peut très bien être, et le point est tout à fait défendable, on peut très bien être sur du bâti à très haute efficacité énergétique et vouloir le financer via une émission d'obligations vertes, ce qui en soit sur le projet en lui-même peut faire du sens. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'une extension d'aéroport, on se pose la question de l'impact après. Exactement. Et on peut difficilement, du moins nous, si on se pose de notre point de vue, mais aussi du point de vue de nos investisseurs finaux, expliquer que via un fonds dédié aux obligations vertes, on finance une extension d'aéroport. C'est assez compliqué parce qu'on fait forcément pas le lien directement entre... Oui, c'est toujours un peu plus compliqué à intégrer ou à comprendre. Et donc, si je comprends bien, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que la réglementation sur le sujet n'est pas la même partout dans le monde. Et donc, on n'a pas les mêmes attentes partout. Merci beaucoup, Julien Bras. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Vous reviendrez nous en parler, peut-être justement sur ces complexités de comprendre réellement ce qu'on finance. Je rappelle en tout cas que vous êtes gérant Green Bond chez Alliance Global Investor. Merci de nous avoir expliqué le fonctionnement des Green Bonds. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.